Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État était hier dans le Pendjal Ouest. Il a rendu visite aux troupes de l'opération militaire Koundouaré à qui il a apporté son soutien moral et promis un soutien logistique pour venir à bout du terrorisme dans le nord du pays. À découvrir dans cette édition. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC appelle les journalistes à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. C'était lors d'une rencontre avec les professionnels des médias ce jour. Le compte rendu dans cette édition. Et puis où en sont les travaux de construction du bâtiment du Grand Marché de Kara? Le ministre en charge du commerce est allé aux nouvelles et a rencontré les entreprises en charge de ce projet. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, était hier à Namudjoga, dans la préfecture de Pendjal Ouest. Le chef de l'État y est allé apporter son soutien aux troupes de l'opération militaire Koundouaré et leur donner de nouvelles orientations afin de mener à bien leur mission de bouclier antiterroriste à la frontière nord du pays. Il leur a également promis du matériel et des moyens pour réussir cette mission. Le compte rendu avec Chazenam Baga. Le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, chef des armées, vient requinquer le moral des troupes de l'opération Koundouaré, un dispositif militaire mis en place depuis septembre 2018 et qui sert de bouclier antiterroriste. La menace est bien réelle et frappe aux portes du Togo, a souligné le chef de l'État. Cependant, rassure-t-il, le Togo tient le coup pour le moment grâce aux efforts et aux sacrifices des troupes mobilisées pour l'opération Koundouaré. Voilà pourquoi le président de la République leur adresse ici son satisfecit et celui de l'ensemble du peuple togolais. Cependant, loin de dormir sur leur laurier, le chef de l'État les exhorte à plus de vigilance et de professionnalisme, car, insiste-t-il, les djihadistes de leur côté ne dorment pas. Ils renforcent leurs troupes et se perfectionnent de plus en plus avec l'intention bien affichée de faire plus de dégâts. C'est dans ce sens qu'il a fait le point de la situation avec le commandement de la force de l'opération Koundouaré afin d'identifier les faiblesses du dispositif en place pour y apporter des solutions urgentes. Pour consolider les acquis des actions des forces de défense et de sécurité sur le terrain, le président de la République appelle à l'implication des populations civiles. Pour avoir le soutien de celles-ci, le chef de l'État annonce des mesures fortes pour susciter leur adhésion à la lutte commune contre le terrorisme. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de faire en sorte que le terrorisme ne rentre pas au Togo, prônant ainsi la prévention comme solution efficace pour éviter de subir les affres du terrorisme afin d'engager résolument le Togo sur le chemin de son développement socio-économique. De vive voix, les troupes ont exprimé leur adhésion aux nouvelles orientations et directives du président de la République en lui témoignant leur reconnaissance. Et entre autres mesures fortes annoncées par le chef de l'État, la construction des infrastructures économiques de base, des centres de santé, des écoles dans la localité. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC appelle les journalistes à plus de professionnalisme et au respect des règles d'éthique et de déontologie du journalisme. C'était au cours d'une séance d'échange avec les organisations et associations de presse au Togo. Et la rencontre intervient après la récente suspension du billet hebdomadaire d'information L'Alternative. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Les dérives sans cesse constatées dans la presse togolaise et les sanctions constamment infligées par la HAC inquiètent les professionnels des médias. Face à l'instance de régulation, les organisations et associations de presse expriment leurs préoccupations. Elles sont surtout liées à la récente suspension de 4 mois
du bi-hebdomadaire d'information et d'investigation, l'Alternative. Naturellement, quand ça arrive comme cela, ça ne peut que susciter inquiétude. Nous avons voulu faire la démarche vers la HAC pour comprendre pourquoi une décision si lourde. Nous avons échangé, nous avons exprimé nos inquiétudes, nous avions exprimé à la HAC notre mécontentement par rapport à ce qui arrive. Des explications ont été fournies à la HAC. La HAC a fait quand même un diagnostic que nous ne recusons pas. Nous faisons des efforts, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, nous l'avons reconnu. Mais nous avons estimé quand même que les sanctions qui tombent, même si elles répondent à une certaine situation, sont un peu trop lourdes et presque suicidaires pour les journaux. Et qu'il fallait plaider pour voir si quelque chose peut être encore fait. En l'espace de quelques mois, 3 journaux ont été interpellés par la HAC et suspendus suite à des dérives professionnelles jugées graves. Nous sommes inquiets parce que nous avons constaté que depuis la dépénalisation des délits de presse, il y a comme un laisser-aller qui s'est installé dans la profession. Nous devons reconnaître que notre profession va mal. Elle est en crise. Au niveau de la HAC, nous avons constaté que certains journalistes sont devenus des intouchables, des activistes politiques qui diffusent de fausses nouvelles ou qui les inventent tout simplement. Aucun respect pour les règles de déontologie et d'éthique de notre profession. Tout se passe comme si le journaliste était au-dessus de toutes les lois dans ce pays. Est-ce que nous devons rester les bras croisés? Autant nous, à la HAC, que vous, nous sommes responsables. Nous, à la HAC, nous avons pris et nous prendrons nos responsabilités. Mais sous cela, dans le respect des règlements en vigueur. Il ne faut pas que cette situation de non-respect de la loi, de non-respect de l'éthique et de la déontologie amène les citoyens à se faire justice. À cette rencontre d'échange, à l'allure d'une concertation et d'un diagnostic, le président de la HAC entend siffler la fin de la récréation. Trop, c'est trop, estime Telou Pitalunani. Il appelle à un retour au professionnalisme et au respect des règles d'éthique et de déontologie du journalisme. Nous vous demandons, à votre tour, de sensibiliser, de faire la pédagogie de vos membres. Ce n'est pas normal qu'une certaine catégorie de journalistes se croient tout permis dans ce pays. Vous avez une responsabilité envers eux. Dites-leur la vérité. Ce n'est pas la peine de venir tout le temps ici pour nous dire « oui, bon, vous n'êtes pas content ». Nous aussi, nous ne sommes pas contents de vous. Nous ne sommes pas contents de vous parce que vous ne faites pas votre travail. Si vous le faisiez, je pense que nous n'en serions pas à ce niveau. Je voudrais rappeler que la HAC a 2 missions essentielles. Celle de protéger et de garantir la liberté de la presse, mais aussi de veiller au respect de la déontologie et de l'éthique de la presse. Vous ne pouvez pas seulement penser que la HAC doit seulement protéger la liberté de la presse et laisser l'autre côté. Et c'est ce côté-là qui risque, si on ne prend garde, que demain, nous soyons dans l'anarchie. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a certes l'obligation de protéger et garantir la liberté de la presse, reconnaît le président. Mais lorsque la liberté l'emporte sur la responsabilité, il y a de quoi s'inquiéter, a-t-il conclu. Je vous l'ai annoncé également dans les titres, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale était hier à Kara. Kodjo Adedje y a rencontré l'entreprise et la mission de contrôle des travaux de construction du bâtiment du Grand Marché de Kara pour les amener à accélérer les travaux. Voyons cela avec Nestor. Bonjour. Après la destruction du Grand Marché de Kara par un incendie en janvier 2013,
le gouvernement a pris des mesures pour la reconstruction de cette infrastructure. Commencé en septembre 2016, le chantier traîne encore. Si les travaux de l'édifice lui-même sont à 86,67%, d'autres sont à un taux très bas, après plus de 100% de délai consommé. Qu'est-ce qui bloque les travaux? Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a voulu le savoir. Avant de faire le tour du chantier, il a échangé avec les entreprises qui exécutent ces travaux et la mission de contrôle. Ce bâtiment est supposé être terminé depuis. Et donc nous avons rencontré tous les acteurs et apprécié l'état d'avancement globalement de ce marché qui occupe pour nous une place stratégique du fait de son positionnement. Vous savez, nous sommes le débouché naturel de nos frères du Burkina Faso, du Niger, du Mali qui n'ont pas de débouché. Et nous nous disons que rapprocher le fret maritime par rapport au REB qu'ambitionne le président de la République, son Excellence M. Faure-Gnassingbé, Gnassingbé, et qui se met déjà en place, rapprocher donc le fret en le positionnant à Kara, ça fait sens. Et donc, nous avons insisté sur la nécessité de terminer les travaux dans un délai que je me garde de vous communiquer. C'est un contrat, un deal entre eux et moi. Donc, je porte cela au nom du gouvernement pour que ces travaux puissent être achevés dans un délai très court et raisonnable. Le ministre Adedje a demandé aux entreprises de travailler aussi la nuit pour pouvoir terminer le chantier dans le délai qu'il leur a indiqué. Il a aussi insisté sur le besoin de maintenir la qualité des ouvrages. L'un des principaux objectifs de l'UEMOA est de renforcer la compétitivité entre entreprises implantées dans les États membres, et ceci grâce à un marché ouvert, concurrentiel et d'un environnement juridique harmonisé. Il est question depuis ce matin à Lomé donc que les différents acteurs économiques s'approprient les règles communautaires et nationales de la concurrence au sein de l'UEMOA afin de renforcer la compétitivité des marchés de l'Union. Voyons cela avec Antoinette Omao. On va voir. La concurrence est l'un des principes clés du processus d'intégration enclenché par l'UEMOA. Pour la mise en place d'un marché commun, l'Union préconise des règles communes de concurrence applicables aux entreprises publiques et privées et aux aides publiques. Ces règles communautaires interdisent les ententes entre entreprises qui ont pour objet ou effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union, les pratiques d'abus de position dominante, les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Je voudrais donc vous inviter à vous investir totalement dans les travaux afin non seulement de vous approprier les différents concepts qui seront développés, mais également de faire des propositions utiles et concrètes qui permettront à terme d'améliorer la culture de la concurrence et de renforcer le cadre de mise en œuvre de la politique de la concurrence au Togo et dans notre espace communautaire. L'intégration économique et le contrôle de la libre concurrence au niveau régional permettent d'enclencher le développement économique. Mais il est à noter que la mise en œuvre de ces pratiques pose encore des défis. Nous sommes dans une activité où tout le monde ne respecte pas les règles du jeu. Le gouvernement togolais s'évertue tous les jours pour que l'application des règles de concurrence soit vraiment une réalité dans notre pays. C'est pour ça que vous verrez de temps en temps des inspecteurs de commerce descendre sur les marchés, faire des contrôles, faire des enquêtes de concurrence pour relever les pratiques anormales. La mise en application de ces différentes règles communautaires et nationales de concurrence permettra de renforcer la compétitivité des marchés et de consolider l'intégration au sein des pays membres de l'Union. L'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo à la rencontre des autorités locales et les communautés propriétaires des domaines du site de l'agropole pilote du bassin de la rivière Kara. Il s'agissait pour la PRODAT de leur expliquer les modalités préconisées pour la gestion du foncier et inciter les propriétaires terriens à mettre des parcelles à la disposition de l'agropole. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo.
L'agrandissement de l'agropole du bassin de la rivière Kara apparaît dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 comme l'un des projets prioritaires. Par rapport à ce projet, il a été fixé un objectif spécifique de viabiliser 30 000 hectares. Le problème, c'est que depuis le début du projet, il y a une lenteur dans la mobilisation des parcelles. C'est ce qui a amené l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo à entreprendre une campagne de sensibilisation pour convaincre les communautés qui détiennent les terres dans la zone de la mise en œuvre de l'agropole de Kara à les libérer. On a bien signifié que la Prodat n'achète pas les parcelles. La Prodat ne vient pas déposséder les producteurs de leurs parcelles. Il est mis en place un mécanisme d'exploitation de ces parcelles fondé sur le bail amphithéotique. Donc c'est un contrat d'exploitation à longue durée pouvant aller à 49 ans ou 99 ans renouvelable. Donc c'est ce que nous sommes venus expliquer aux producteurs pour les rassurer quant à la mobilisation des parcelles. La Prodat veut mettre à contribution les autorités locales dans sa démarche pour inciter les propriétaires terriens à céder leurs parcelles afin que l'agropole de Kara devienne une réalité. C'est auparavant qu'il y avait des réticences, mais maintenant, comme ils comprennent que effectivement ils ont gardé jalousement leurs terres et ça bénéficie seulement que les peu nomades. Donc maintenant, ils sont très libres de laisser leurs terres pour qu'on exploite et ils vont en bénéficier. Nous avons de la chance qu'au niveau de la commune 3 de Tfelgou, l'agroparc va être installé là. Et qui parle de l'agroparc parle des terres exploitables aussi. Et mes 4 cantons qui composent la commune 3 disposent de vastes étendues de terres. Lorsque le DG de la Prodat est venu leur parler, il est venu leur parler en tant que chef de canton. Un chef de canton qui s'adresse à ses collègues. Et je crois que cela les rassure qu'ils ne vont pas se tromper en cédant leurs terres. Concernant le mécanisme mis en œuvre pour la mobilisation des parcelles, il sera d'abord procédé au recensement. Ensuite, viendront la délimitation, la signature des attestations de mise à disposition, l'aménagement, les levées topographiques pour identifier chaque propriétaire avec sa superficie. Après ces étapes, il y a la signature des contrats d'exploitation pour permettre aux propriétaires d'avoir des rentes foncières et des titres fonciers. Vendredi 12 février prochain, la Caisse nationale de sécurité sociale et ses partenaires vont rencontrer les syndicats de l'économie informelle pour échanger sur la couverture sociale en cours d'implémentation pour les travailleurs informels. Le processus a démarré il y a 4 ans. Écoutez ça là. Dans les marchés, dans les bars-restaurants ou encore dans les champs, plus de 3 millions de Togolais, dont 52,7% de femmes, travaillent dans le secteur informel selon le Bureau international du travail. L'économie informelle pèse environ 30% du PIB, mais ses tenants ne bénéficient quasiment pas de couverture sociale adéquate. Le gouvernement et ses partenaires se sont engagés à équilibrer la balance. À travers la Caisse nationale de sécurité sociale, le président de la République a donné son aval pour l'extension de la couverture de sécurité sociale aux travailleurs informels. Le processus a été enclenché il y a 4 ans sous la haute supervision du directeur général de la Caisse, Ingrid Awade. L'institution dispose aujourd'hui d'une cartographie des acteurs informels après un travail scientifique mené au cours de l'année 2018 à travers tout le pays. En 2019, la Caisse nationale de sécurité sociale a effectué une tournée dans les différentes régions du Togo. Objectif: échanger avec les acteurs du secteur informel, recueillir leurs avis et propositions sur le type de couverture de sécurité sociale à leur offrir. À l'issue de cette consultation nationale, les travailleurs de l'économie informelle ont porté leur choix sur la garantie de vieillesse. La CNSS et ses partenaires ont travaillé sur cette option tout au long de l'année 2020. Une rencontre est prévue pour le 12 février prochain pour trouver des voies et moyens pour amener la cible à adhérer à l'initiative. Autour des ministres du Travail et de l'accès universel aux soins et du directeur général de la CNSS sont attendus des partenaires, notamment l'Union européenne et le Bureau international du travail, le patronat et les syndicats du secteur informel. La rencontre devra leur permettre de définir des stratégies pour rendre opérationnelle la couverture sécurité sociale voulue par les acteurs informels, mais également
de s'accorder sur les procédures en vue de garantir la viabilité et le développement du régime. L'extension de la couverture sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle s'inscrit dans la vision du président de la République, celle de garantir une couverture santé pour tous les Togolais d'ici à 2030. Et lentement mais sûrement, le pays fait le pas pour la concrétisation de cette ambition. C'est l'une des manifestations du changement climatique. Les populations du Sud Togo vivent ces derniers temps une vague de chaleur, surtout les nuits. L'harmattan, habituellement attendu en décembre, se fait toujours désirer. Et pour comprendre le phénomène, une équipe de la télévision togolaise a approché les services en charge de la météorologie. Le dossier est signé Issa Karuna, Marie-Ange Bida. L'harmattan se fait toujours attendre au sud du Togo. Conséquence de ce dérèglement climatique, les populations de cette partie du pays vivent actuellement la canicule. Cette sensation de chaleur qui, selon les spécialistes, risque de s'intensifier les jours à venir. On a déjà dépassé la période d'harmattan. Actuellement, nous sommes dans la période du mois de février. Donc le FIT a commencé par remonter un tout petit peu. Donc au fur et à mesure que le FIT remonte, les phénomènes météorologiques censés être d'origine marine, c'est-à-dire les entrées maritimes, c'est-à-dire la mousson, doivent commencer maintenant par prendre le continent. Donc actuellement, il n'y a plus question d'harmattan dans le sud Togo. Vous allez voir que les deux centres d'action vont toujours persister. Le centre d'action des Açores et puis le centre d'action de l'anticyclone de la Libye. Dans peu de temps, la dépression là va disparaître et les deux centres d'action vont devenir beaucoup plus intenses. Le FIT va avoir la tendance à encore rediminuer et redescendre. Ce FIT-là ne va pas arriver sur la côte, mais va stagner au niveau de la région des plateaux. Et c'est ça qui va encore un peu intensifier ce que nous appelons la sensation nocturne, c'est-à-dire la chaleur nocturne. Donc, avec ces pluies-là, il va falloir s'attendre dans les jours à venir la recrudescence un tout petit peu de la chaleur, surtout la nuit, avant que la grande saison ne débute au niveau de la zone sud Togo. Et pour mieux gérer cette période et se mettre à l'abri des conséquences fâcheuses, les spécialistes conseillent. Prendre beaucoup d'eau, surtout les enfants et puis les personnes âgées, qu'il va falloir les protéger, surtout en les faisant beaucoup boire de l'eau, en les rinçant régulièrement le corps pour pouvoir avoir un corps frais. Le changement climatique est devenu un enjeu mondial. L'homme est à la fois acteur et victime du phénomène. Chacun devrait donc s'investir pour sauver la nature. Au lendemain de l'apparition du premier cas confirmé de coronavirus au Togo, le 6 mars 2020, le gouvernement a mis en place un comité national de gestion de la riposte contre la maladie. Ce comité, pour plus d'efficacité, a créé des démembrements dans toutes les préfectures. Et ces comités locaux se sont affinés depuis septembre 2020 en comité de veille sanitaire pour atteindre les populations dans les cantons, villages et quartiers les plus reculés. Et en ce moment où l'on parle de transmission communautaire de la maladie au Togo, nous nous sommes intéressés aux activités de ces comités de veille sanitaire. Que fait le comité de veille sanitaire de Timbu Centre à Saint-Cassé? Les réponses dans ce dossier de Chazanam Baga. C'est ici, dans la cour du chef canton de Timbu, dans la préfecture de Saint-Cassé, que le comité de veille sanitaire de Timbu Centre se réunit chaque matin pour une séance de briefing avant sa sortie sur le terrain. Nous décidons les lieux où il faut cibler pour la sensibilisation avant de démarrer. Nous faisons de porte à porte. Nous allons aujourd'hui aussi visiter certains ateliers. Pour le porte-à-porte, une dizaine de maisons sont ciblées avec un message bien précis. Dans cette première concession, la sensibilisation s'est focalisée sur le cas des voyageurs. Je disais, s'ils voient un voyageur arriver de la Côte d'Ivoire ou Ghana, s'ils reviennent de là, ne les accueillent pas en même temps. Allez signaler à l'hôpital pour qu'on les fait test voir. S'il y a réellement le Covid-19, on va les choisir, c'est gratuit. Pour porter un masque, il faut porter tout le nez et la bouche soient couverts. Et de temps en temps,
À tout moment, il faut faire le lavage à main. Et se souvenir, ne pas se coller, ne pas faire les attroupements. Deuxième phase de cette sortie de terrain, la visite des ateliers. D'abord ce mécanicien à 2 roues, puis ses couturières. Dans ces lieux, l'accent est mis sur les mesures particulières à prendre pour l'accueil des clients. Quand nous sommes arrivés ici, on a constaté que les apprentis n'ont pas porté leur masque, quoi. Mais il n'y avait pas aussi le dispositif de lavage des mains. On les a parlé. Et ceux qui tenaient leur cache-nez là, et ils ont commencé par mettre. Ceux qui n'en ont pas aussi, on les a parlé. Et ils ont dit qu'après, ils vont coudre et mettre. Parce que c'est eux qui cousent ça, c'est eux qui nous donnent. Ici, on ne peut pas interdire les étrangers. Les étrangers doivent rentrer parce que c'est des clients. Et quand les clients rentrent, quand elles prennent les mesures, elles n'ont qu'à prendre le soin de retourner laver leurs mains d'abord, avant de prendre le cahier et noter les mesures qu'elles ont prises. Ils n'ont qu'à prendre le soin de ne même pas rester collés avec ces gens-là. Il faut qu'ils mettent leur dispositif là à la porte. Elles-mêmes, quand elles vont rentrer d'abord, qu'elles lavent leurs mains. Et quand les clients viendront, les clients aussi vont laver leurs mains avant de rentrer. Et d'abord, en causerie, elles doivent porter leur cache-nez. Quand moi je parle, si j'ai la maladie, les gouttelettes de salive, soit quand je vais éternuer, et ça va tomber sur elles, elles sont déjà contaminées. Et on les a fait comprendre que ici, nous avons toujours l'habitude de voir quelqu'un qui est couché avant de croire que la personne est malade. Il y a les gens qui sont des porteurs de virus de Covid-19, mais qui ne présentent aucun signe. Et ces gens-là, on ne peut pas savoir. Donc, la meilleure des solutions, c'est de porter le cache-nez, se protéger. La démarche de proximité du comité de veille sanitaire est très bien appréciée par les populations dans ce contexte de transmission communautaire du coronavirus. Souvent ici, au village comme ça, il y a les gens, si on leur dit de laver les mains comme ça, ils vont dire que pourquoi eux, ils sont dans leur maison et ils vont laver la main avant de rentrer. Ils sont dans leur maison et pour faire quelque chose, il faut qu'ils vont laver les mains. Avec le temps, comme ils sont en train de passer porte à porte pour nous dire, on arrive à les comprendre pour éviter la Covid-19. Comme c'est nos frères, quand ils viennent, ils nous parlent à notre en Yanga. Et nous, on comprend ça très bien. Et il n'y a pas de problème. À la fin de la journée, les membres du comité de veille sanitaire de Timbu Centre font un bilan de leurs activités aux responsables du centre médico-social de Timbu qui, à son tour, dresse un rapport au directeur préfectoral de la santé. C'est celui-ci qui rend compte au comité local de riposte contre le Covid-19 de séquencer de l'ensemble des activités des 120 membres des comités de veille sanitaire répartis dans les 8 cantons de la préfecture. La mise en place de ces comités de veille sanitaire sur toute l'étendue du territoire national par le Comité national de gestion de la riposte du Covid-19 remonte à septembre 2020. Et à ce jour du mardi 9 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5 576. 80 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4 630. 69 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 866. Et le nombre de décès est de 80. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le commissariat de police d'Avé-Pozo vient de mettre la main sur 2 présumés braqueurs. Ils font partie donc d'un réseau de 3 individus qui auraient cambriolé le domicile d'un ressortissant français à Avé-Pozo. Le récit des faits avec Ulrich Amega et Sandra Aziagbe. Ils se sont donnés pour profession le cambriolage du domicile des citoyens. Samuel et Kossi, tous deux de nationalité togolaise et membres d'un réseau de 3 individus, ont été arrêtés par les forces de sécurité du commissariat de police d'Avé-Pozo. Les faits remontent au 30 octobre et au 29 novembre 2020, aux environs de 23 h au domicile d'un ressortissant français à Avé-Pozo, banlieue située au sud-est de la capitale. Les cambrioleurs l'ont agressé à la machette avant d'emporter plusieurs objets, dont 2 bouteilles de gaz, un téléphone portable et une somme de 110 000 francs CFA. Alors qu'une enquête était ouverte, les mêmes individus sont revenus chez la victime
dans le même domicile pour un second cambriolage. Cette fois-ci, ils ont réussi à emporter un autre téléphone portable et un portefeuille contenant un passeport français, une carte de séjour, un permis de conduire, une carte bancaire ainsi que plusieurs autres documents importants. Poursuivant les enquêtes, le 1er février 2021, le commissariat de police d'Aveposo a interpellé 2 de ces cambrioleurs. Une perquisition faite à leur domicile a permis de découvrir le portefeuille de la victime contenant toutes les pièces emportées lors du deuxième cambriolage. Interrogés sur la provenance de ces documents, ils nous déclarent les avoir volés au domicile de la victime et que les autres objets volés ont été vendus à des inconnus au port autonome de Lomé. Les enquêtes sont toujours en cours pour interpeller le 3e cambrioleur ainsi que le receleur. La police nationale saisit l'occasion pour rappeler que pour rendre difficile, voire impossible les cambriolages, il est important pour les citoyens de sécuriser les portes et les fenêtres de leurs maisons et magasins avec des matériaux solides et, si possible, de surmonter leur clôture de barbelés. Elle remercie la population pour sa collaboration et la rassure de sa disponibilité entière et permanente. Pour répondre de leurs actes, ils seront conduits devant le procureur de la République. Et porté sur les fonds baptismaux, la société J Global Capital SAU est passée donc à SA avec aujourd'hui un capital de 2 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui va désormais changer au sein de la société? Eh bien, les réponses ont été données lors d'un point de presse. Le compte rendu avec Aimé Alpha, Uri Chamega et Clarisse Attica. La J Global Capital SAU dans l'accord des grands. Du statut de société anonyme unipersonnelle SAU, elle passe à une société anonyme SA avec désormais un capital de 2 milliards de francs CFA. Une mobilité due à la volonté de ses responsables qui ambitionnent d'aller plus loin, s'ouvrir plus à l'international et conquérir le monde des affaires. Devant les professionnels des médias, les raisons qui sous-tendent cette mutation sont ici exposées. Aujourd'hui, la J Global lutte pleinement contre le chômage. Enfin, c'est juste pour dire que par le biais de la J Global Capital International, SA aujourd'hui, d'autres structures peuvent se sentir aussi aisées en pouvoir, c'est-à-dire en aidant également la jeunesse. La J Global va aller maintenant sur les marchés internationaux. Parce que quand il faut gagner les marchés internationaux, il faut d'abord vous présenter dans une certaine condition, c'est-à-dire que le capital social soit lourd. Pour certains investisseurs, quand on voit une société au capital minimum de 10 millions, bon, on se dit que cette société est capable de supporter la gestion de sa clientèle ou est capable de supporter sa gestion des projets. Donc, juste ce changement vient prouver juste notre objectif ou nos visions à servir encore de mieux la population. On s'efforce toujours à chercher des assurances pour protéger la société et qui protège la société au même moment protège en même temps la clientèle. Spécialisée dans l'investissement, le marketing, le financement et la bourse d'études, l'agroalimentaire, elle envisage de devenir une structure de référence et contribuer au développement économique du pays à travers la création d'emplois et par ricochet de la richesse. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons scrupuleusement les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.